Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons passer une semaine très passionnante puisque nous allons, pour la première fois peut-être, de manière explicite, débattre de cette relation entre le risque sanitaire et le risque économique. C'est un débat qui est évidemment fondamental pour notre pays et qui, jusqu'à maintenant, n'a pas eu lieu. Et comme vous le verrez, je vous dirai ça en quelques secondes, on aura 5 séances de fait qui vont essayer de traiter à peu près tous les sujets. Alors, on démarre évidemment par le sujet le plus important, c'est-à-dire le thème qui a été lancé il y a maintenant 3 semaines, un mois. C'était autour de Monsieur le maire, de Bruno Le Maire, et Patrick Artus et Philippe Aghion ont commencé à dire il y a peut-être un problème de stratégie par rapport à ce qu'on fait. Philippe Aghion insistait sur le fait qu'il y avait un problème de stratégie en comparaison avec d'autres pays, et il citait des pays souvent très éloignés. Et puis, Patrick, lui a évoqué le risque représenté des allers-retours, des stop-and-go trop fréquents sur la croissance et surtout sur la croissance potentielle, donc la croissance dans 5 années. Alors là-dessus, il y a eu au fond l'idée que nous lancions cette affaire, et cette affaire démarre maintenant. Elle tourne autour d'un mot, qui est ce mot de doctrine. Au fond, nous avons tous ce sentiment qu'il nous manque peut-être une ligne, ou en tout cas elle n'est pas explicitement parlée successivement, tous ceux qui s'expriment au niveau du gouvernement, de tester, tracer, isoler, puis on a parlé de tester, alerter, protéger. Donc on a des mots qui viennent les uns et les autres se substituer, mais tout ça donne quand même une impression d'une absence de clarté qui est peut-être très difficile. C'est un sujet très difficile et je ne me sens pas de le critiquer. Simplement, c'est vrai que le risque de ne pas avoir de doctrine fait qu'il y a toujours un risque de confiance. D'autant plus que tous les acteurs s'expriment. Alors je le dis de manière un peu violente, mais il y a évidemment le conseil scientifique, qui est évidemment la référence absolue, mais qui s'exprime pas tant que ça. Il y a quelques économistes, mais qui montrent que leur incompétence sur le sujet. Il y a des chefs d'entreprise qui évidemment défendent de manière très simple le souhait qu'on redémarre le plus rapidement possible. Les syndicats, notamment Laurent Berger, qui a des positions très, mesurées sur les thèmes. Et puis on a une palanquée à la fois de médecins de tout genre qui disent une chose, l'inverse. Enfin, bon, c'est une sorte de diarrhée verbale. Il y a le gouvernement qui a des discussions ne rend pas au fond le dispositif plus clair. Ce qu'on va essayer nous de faire pendant toute cette semaine et surtout maintenant, on va le faire en 5 temps. Là, on démarre avec l'équilibre entre sanitaire et économie. Après, nous aurons une session juste après qui portera sur l'impact de tous les changements sur les entreprises, comment est-ce qu'elles réagissent. Après, nous aurons toujours 17h demain une discussion à propos de ce que pensent les Français, des impressions qu'ils peuvent avoir. Les exemples étrangers, ce sera jeudi, toujours 19h, et puis on essaiera de tirer des conclusions vendredi, qui seront évidemment très liées à tout ce qui aura été dit. Voilà. Donc ces quelques mots d'introduction. Je cède la parole, s'il le veut bien, à Jean-François Delfrécy, que tout le monde connaît, et qui est un jeune épidémiologue. Alors, merci de cette invitation, parce que c'est un des risques, en effet, dans ces crises sanitaires, vous le savez, qu'on travaille trop en silo, le sanitaire d'un côté, et puis l'économie ou les enjeux de société de l'autre. Alors, merci de l'invitation, mais je ne suis ni jeune, et vous le voyez d'ailleurs, et je ne suis pas épidémiologiste, mais immunologiste, mais par contre, je travaille avec beaucoup d'épidémiologistes au sein du conseil scientifique. Pour résumer, je dirais que toute crise sanitaire entraîne, et on le sait, c'est conceptuellement une crise sociétale et peut entraîner une crise économique et parfois une crise politique. Donc c'est intrinsèquement que la crise sanitaire porte en elle les questions sur la société, sur l'économie et sur le politique. Le deuxième élément, c'est qu'on peut peut-être, à ce point-là de l'évolution de la pandémie, distinguer trois actes, comme dans une pièce de théâtre.
Le premier qui porte sur toute la première partie du printemps de 2020, qui va aboutir finalement au confinement puis au déconfinement, enfin bien sûr en ayant démarré par l'arrivée du virus. Un deuxième acte qui est l'acte 2, qui est la deuxième vague, et tirer des leçons de ce qui a été fait ou de ce qui n'a été pas, de ce qui n'a pas été fait pour cette deuxième vague, qui est différente de la première, mais qui va aboutir finalement en France, par exemple, à une mortalité qui est à peu près comparable, mais avec un ressenti qui est différent. Et puis troisièmement, c'est finalement ce qui nous intéresse le plus, c'est so what pour l'avenir, et un troisième acte où est-ce que les vaccins vont tout résoudre. Et Arnaud complétera sûrement sur certains aspects. Alors, moi, je voudrais juste très vite indiquer que vous avez dit il n'y a pas de doctrine. Oui et non, c'est-à-dire que, enfin, le Conseil scientifique a été assez clair qu'il y avait finalement trois priorités. La première, c'est protéger les anciens et les personnes les plus fragiles. Je rappelle que la mortalité, elle est de 85% chez les sujets de plus de 70 ans. Et donc que c'est un enjeu en soi. Que le deuxième objectif est de contrôler la circulation du virus et de pouvoir, et en s'appuyant sur tester, tracer, isoler, protéger, et ça on parle avec le mot de l'isolement là, qui n'a pas été suffisamment en effet porté à son vrai niveau, mais que c'est la seule façon, avec bien sûr les mesures de distanciation sanitaire et physique, de lutter efficacement contre ce virus. Et puis le troisième, c'est de maintenir, et le Conseil scientifique, même si nous sommes très sanitaires et vus comme très sanitaires, mais on est pleinement conscient des enjeux à la fois économiques et sociétaux, et surtout de poursuite, par exemple, de l'activité scolaire. Alors, je voudrais juste dire où on en est là maintenant, après ce deuxième confinement, qui était un confinement allégé, entre guillemets, qui a paru très différent aux Français, et qui a été très différent, qui va aboutir à peu près à 30 000 décès, voire peut-être un peu plus, c'est-à-dire comme le premier confinement, mais ressenti de façon différente, où on avait beaucoup appris, parce qu'on apprend quand même s'il y a eu des lacunes lors du printemps, ces lacunes ont été très largement compensées, à la fois sur la réponse des hôpitaux, le matériel, l'apprentissage de la prise en charge des formes graves. Donc on est avec une deuxième vague qui est plus longue, qui est plus durable, et surtout on en sort avec un niveau de circulation virale qui reste élevé. Et actuellement, on est avec un niveau de circulation virale autour de 10 à 15 000 nouveaux cas par jour, c'est-à-dire probablement du double en réalité, qui est beaucoup plus élevé que celui qu'on avait début mai lorsqu'on est sorti du premier confinement. Et on a les congés, entre guillemets, les fêtes, entre guillemets, cette année, de fin d'année qui arrivent, et donc une première grande question, et pour gérer ensuite, y compris le gérer avec une vision différente, et comment nous allons nous retrouver début janvier, en fonction un peu je veux dire, de ce qui aura été fait ou pas fait durant cette période de fête. Et vous voyez qu'on peut se retrouver dans une situation difficile, avec un niveau de circulation virale qui va être plus élevé qu'on ne le pense. Deuxième grand point d'interrogation, c'est finalement, et qu'on tire une leçon de cette deuxième vague, c'est quand on perçoit la difficulté et avec une réactivité de la circulation virale, il faut frapper vite et il faut frapper fort. Ce qu'on a peut-être pas suffisamment fait au mois de septembre. Il faut en tirer une leçon, que si ça devait nous arriver début janvier, il faudra frapper vite et frapper fort. Troisième point, et je terminerai là-dessus, pour ne pas être trop long, c'est est-ce que l'année 2021 va complètement changer avec l'arrivée du vaccin? Le vaccin, c'est enfin l'innovation arrive, je dirais, dans le domaine du médicament ou du vaccin. C'est une opportunité fantastique. On le sait dans les grandes pandémies en général. Et on sortira de Covid-19 avec le vaccin. Mais on ne va pas en sortir tout de suite. Et le vaccin ne changera probablement pas grand-chose durant le premier trimestre 2021, parce qu'on va vacciner en priorité les personnes les plus fragiles et les plus âgées, mais il va nous falloir du temps. L'accessibilité au vaccin va être plus longue, la production de fabrication de l'eau vaccinale va être plus longue que prévu.
Et donc, on arrivera, je pense, péniblement à avoir une vaccination pour les plus fragiles et les plus âgés d'ici fin avril. Et on aura ensuite une vaccination en population plus générale, avec évidemment la question de l'acceptabilité vaccinale. Ce qui fait qu'on arrivera finalement à avoir un retentissement sur l'immunité en population qui va finir par arriver. Et il faut qu'il arrive, mais qui n'arrivera probablement pas avant l'été. Alors, la conjonction du printemps qui va changer le virus et les relations entre virus et température, plus une partie de la population vaccinée, font qu'on aura probablement un deuxième trimestre qui va être intermédiaire. Mais le premier trimestre, les mois qui viennent, les 4 mois qui viennent, vont être difficiles probablement, et où il n'y aura pas de changement fondamental. D'où en effet la bonne question que vous posez. À partir du moment où on est persuadé de ça, il faut se mettre dans des conditions où les réponses de santé publique qui vont être données soient plus cohérentes et s'appuient sur des notions et sur des questions qu'on peut partager et qu'on peut partager en particulier avec les économistes. Bon, peut-être Arnaud pour poursuivre. Patrick, puis on entend le temps qui reste pour une discussion. Très volontiers. Donc, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Je vais prolonger le propos de Jean-François en finalement reprenant l'intitulé « Quel équilibre entre sanitaire et économie ?» et pour vous dire que pour moi, depuis le début, je pense qu'il ne faut pas les opposer, bien au contraire. Une réponse sanitaire forte permettra de préserver l'économie. Et c'est ce que Jean-François disait quand il parlait de taper tôt et fort. On l'a vu sur un certain nombre de pays. Alors, les pays d'Asie, notamment, qui effectivement ont eu des attitudes extrêmement, entre guillemets, agressives, et qui ont réussi finalement à contenir l'épidémie et à préserver plutôt bien leur économie. La Chine allant même jusqu'à, après l'épisode initial du confinement de la province de Hubei, quand ils détectent aujourd'hui 5 à 10 cas dans une ville, ils vont tester 10 à 15 millions de personnes en une semaine. C'est pour vous dire donc des efforts gigantesques pour taper sur 5 cas. Et grâce à ça, ils arrivent à maintenir maintenant cette quasi-élimination du virus. Donc ça, c'est vraiment une forme de taper tôt et fort, taper très tôt et très fort. On a des exemples auxquels il est plus facile de se comparer parce que déjà culturellement ou en termes de régime politique, on est plus proche. Et puis aussi, peut-être même qu'il y a d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas complètement, climatiques, qui font que ce qui se voit en Asie ne se transpose pas nécessairement à ce qu'on voit en Europe. Mais quand on regarde l'Europe et la façon avec laquelle la première, mais aussi la seconde vague est gérée, on a des pays qui ont été vraiment dans l'anticipation et qui ont tapé assez fort et qui ont réussi mieux. Alors ça a été très vrai dans la première vague, où il faut comprendre qu'en février, il y a 3 pays qui ont été balayés, mais qui avaient probablement pas beaucoup de chances de résister à la vague, tellement elle était forte quand elle est arrivée. C'était l'Italie, la France et l'Espagne. Mais le fait d'avoir mis en place un confinement qui s'est appliqué non seulement à ces pays, mais sous des modalités pas toujours aussi strictes, mais quand même très strictes sur l'ensemble de l'Europe, a permis de geler une situation. Et beaucoup d'autres pays donc se sont retrouvés sur une action très forte et très précoce, alors que l'épidémie dans leur pays ne le justifiait pas au moment où ils l'ont fait. Et on a bien vu qu'ils se sont sortis mieux de la crise. Ils ont pu déconfiner plus vite et ils ont pu préserver leur économie. Je pense notamment au Danemark, par exemple, qui a été le premier à confiner le 9 mars, le premier à déconfiner et qui a préservé la santé et l'économie pour bien montrer que les deux vont ensemble. La deuxième vague est intéressante là-dessus parce que pour nous, finalement, on a le modèle allemand qui reste quand même un exemple. On l'a bien vu sur la première vague, où ils ont géré très bien leur premier cluster et puis finalement n'ont jamais eu à confiner et ont bien préservé à la fois la santé des populations et l'économie. Et où il est intéressant de regarder sur cette deuxième vague, ils ont pris tôt le choix de mettre en place des couvre-feux à 4000 cas par jour. C'est ce qu'a proposé Angela Merkel. Ça correspondrait à 3000 cas par jour pour la population de la France. Mais on voit qu'ils n'en sortent pas. Peut-être que pour la première fois depuis le début de cette épidémie, l'Allemagne regarde la France. Parce qu'aujourd'hui, ils commencent à nous dépasser en nombre de patients hospitalisés, en réanimation par exemple. Et finalement, ils voient que nous, on a fait un confinement partiel qui nous a permis de casser la vague plus tôt et de redescendre un peu en dessous du niveau où ils sont aujourd'hui. Et taper tôt et fort nécessite aussi de trouver jusqu'où on tape, quelle est la force qu'il faut y mettre, parce que eux, ils ont été précoces, plus précoces que nous par rapport à la dynamique de cette deuxième vague,
mais ils s'en sortent pas complètement et peut-être qu'ils vont devoir durcir un petit peu pour essayer de se ramener à un niveau qui est mieux contrôlé. Et c'est ce qu'on a entendu, puisque là, ils passent sur des formes de confinement qu'ils avaient essayé d'éviter jusqu'à présent. Donc, il y a aussi la précocité de l'action et la force à lui mettre. Mais vraiment, notre message, et moi j'en ai la conviction aujourd'hui, c'est que le plus tôt on tape, le mieux on s'en sort. La grosse difficulté, c'est que quand on dit taper tôt, c'était la France début septembre, on voyait pas de drame dans les hôpitaux, il y avait rien à opposer aux rassuristes de l'époque qui nous racontaient mais non, le virus a muté, mais non, il y aura pas de deuxième vague, parce que alors qu'on a une croissance exponentielle qui démarre, qui est très bien documentée depuis la mi-août, hein, à 40-50% par semaine, hein, finalement avec un intervalle de génération de une semaine, un R de 1,4, ça veut dire une croissance de 40% par semaine. Vous les économistes, vous comprenez bien ces termes. On voyait très bien que ça allait arriver, mais au moment où on en parlait, il n'y avait rien et c'était très difficile de taper tôt et fort à ce moment-là. Donc ça, il faudra vraiment s'en souvenir début janvier parce qu'une fois de plus, on va être confronté à un retour agressif du virus. Et je terminerai avec un point sur la vaccination que Jean-François a bien sûr évoqué. La vaccination, elle va avoir un enjeu évident individuel pour les personnes qui ont des comorbidités ou un âge qui font que s'ils étaient infectés, il y a un risque d'hospitalisation très fort. Et eux vont probablement se faire vacciner assez vite. Ce qui sera plus dur, c'est d'atteindre ce seuil d'immunité collective tel que le virus s'arrêterait de circuler de façon épidémique. On le situe au moins à 50% de la population immunisée. Et peut-être que ça, c'est l'argument qui nous permettra de toucher des populations qui se sentent moins concernées, à tort, hein, parce que le bénéfice-risque, même pour les jeunes, est évidemment en faveur de la vaccination comparé à l'infection. Mais pour ces jeunes qui se sentent très peu concernés et d'autres, de dire que le retour à la vie normale, c'est-à-dire à une vie familiale avec des amis, les bars, les restaurants, les cinémas, les stades de foot, mais aussi une retour à la pleine économie, hein, et on sauve nos jobs, etc., eh bien, il passera par l'immunité collective, 50% de la population immunisée au minimum. Je pense que 70% en serait beaucoup plus confortable. Et j'espère que ce message sera parlant pour ceux qui aujourd'hui sont hésitants, s'ils se disent qu'à titre individuel, ils n'ont pas d'intérêt à se faire vacciner, ce qui, une fois de plus, est une erreur, mais qui sera probablement difficile à corriger parce que beaucoup de gens se diront « mais non, j'ai bien vu mes voisins de mon âge se faire infecter, il ne s'est rien passé ». Et donc, il faudra peut-être jouer sur les deux tableaux, individuel pour ceux qui ont évidemment un intérêt parce qu'ils ont des risques de forme grave, et collectif, c'est si vous voulez revenir à la vie normale, qui aussi inclut une vie économique normale, bah, vaccinez-vous et voilà, peut-être qu'il faudra réfléchir à notre communication là-dessus et c'est par ces mots que je voudrais terminer cette première intervention. Peut-être Patrick, alors? Oui, ben, je vais continuer exactement dans la même direction, hein. Donc, qu'est-ce qu'on sait à peu près en économie dans l'état des travaux qui ont été faits sur cette question? D'abord que même sur un an, hein, sur l'année 2020, on voit très facilement que les pays où le nombre de décès a été plus faible sont aussi les pays où la perte de croissance a été plus faible et les pays qui ont eu moins besoin de mettre en place un énorme déficit public. Et donc, si on veut perdre peu de croissance, il faut avoir peu de morts, hein, qui est clairement ce qu'on voit dans les chiffres. C'était bien décrit déjà par Jean-François et Arnaud. Et donc, il y a vraiment une complémentarité entre santé et économie, même à l'horizon d'un an, hein. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. On peut l'appliquer à 2021. Tout le monde aujourd'hui pense qu'en France, on va avoir entre 5 et 6% de croissance en 2021 et qu'on va retrouver le niveau de production de la fin de 2019 à la fin de 2021. Mais ça, c'est en supposant qu'on n'a pas de troisième vague et pas de troisième confinement ou pas de troisième semi-confinement. Si on a en février-mars un troisième semi-confinement, vous pouvez calculer assez facilement qu'on aurait une croissance plutôt de l'ordre de 2%, hein, et pas de 5 ou 6, et qu'à la fin de 2021, on aurait 4 points de déficit de production par rapport à la situation de 2019, de la fin de 2019. Et 4 points de PIB, c'est énorme, hein. C'est 3 années de croissance normale et ça a des effets considérables sur la situation des entreprises, sur le chômage. Et donc, il faut pas avoir de troisième vague. Et donc, il faut accepter de serrer, comme le disait Arnaud à l'instant, même avant que les signes soient très visibles, hein, lorsqu'on sait que ça va se produire. Sur le plus long terme, deuxième point que savent les économistes, c'est que toutes les expériences du passé nous montrent que quand on crée de la variabilité de l'économie, on perd de la croissance de long terme. Et donc, si on a une très grosse chute du PIB, et puis une deuxième grosse chute du PIB, n'oubliez pas que même en décembre, où pourtant on a pas mal relâché, en France, le PIB est 8% en dessous du niveau normal, hein.
Et puis probablement et peut-être et malheureusement une troisième chute du PIB. Ceci laisse des traces durables sur la croissance de long terme. Il y a plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est que on investit peu. On voit bien que les entreprises en 2020 vont très peu investir et ça risque de continuer au début de 2021. Deuxième mécanisme, c'est qu'il y a des entreprises qui disparaissent, qui font faillite. Il y a même 4 mécanismes. Troisième mécanisme, c'est qu'on perd du capital humain, parce qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, qui doivent se requalifier, qui perdent leur savoir-faire. Et quatrième mécanisme, c'est ce qu'on appelle les zombies, c'est qu'il y a des, quand vous arrêtez l'économie, il y a des entreprises qui doivent s'endetter pour survivre, et elles ressortent de la crise avec d'autant plus de dettes qu'il y a eu des arrêts de l'économie. Donc si on a un troisième confinement, il y aura encore plus de dettes, il y a encore plus d'entreprises avec des bilans affaiblis et incapables d'investir, de se développer, d'innover, etc. Donc il faut vraiment éviter le troisième confinement. Alors deux petits mots avant de repasser la parole à Jean-François et Arnaud, je ne sais pas comment tu peux organiser Jean-Hervé. Ça va être quand même plus facile, parce qu'il me semble que jusqu'à présent, on a utilisé le principe de précaution, puisqu'on ne savait pas trop où les Français se confinaient. Enfin, on a une idée, mais enfin, on n'avait pas de mesures précises scientifiques. Et donc, par précaution, on a interdit un peu tout, et peut-être on n'a pas interdit des choses qu'il aurait fallu interdire, et qu'on a peut-être laissé faire des choses qu'il aurait fallu interdire. Donc, si on veut sortir de ça, il faut avoir une idée assez précise de ce qui est dangereux. Et je crois qu'on va l'avoir, et peut-être Arnaud peut nous en dire un mot, et donc ce sera plus facile d'expliquer aux populations ce qu'on fait, en disant que ce qu'on fait est efficace. Et puis, dernière chose, je crois que Jean-François et Arnaud ont mis en avance l'importance du vaccin. On part tous sur l'idée qu'à partir du troisième trimestre 2021, on est dans des économies où il restera bien sûr les effets longs, induits, très très négatifs dont j'ai parlé de la crise, mais il n'y aura plus de crise sanitaire. Et donc il faut que ça soit vrai. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'État français gère une logistique qui permette qu'effectivement, à partir du troisième trimestre de cette année, on soit débarrassé du problème sanitaire. Et j'ai une vague inquiétude quand même, quand je vois ce qui se fait aux États-Unis, avec une incroyable logistique qui mêle tous les transporteurs, tous les logisticiens et toute l'armée américaine, je me demande si on est capable de faire le même effort logistique, et j'ai très peur que nos délais soient très allongés par rapport à ce qu'on verra dans les pays qui ont mis beaucoup d'efforts sur l'organisation logistique. Donc voilà ce que je voulais dire, et je repasse la parole à nos amis du Conseil scientifique. Oui, juste peut-être un mot, comme il nous reste malheureusement 5 minutes et qu'on lance le débat, je trouve juste que le diagnostic est très clair, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique, et l'idée qu'il y ait convergence et intérêt commun de traiter le thème nous paraît à tous évident. L'énorme difficulté qu'on a, on a fait il y a 3 jours toute une journée sur la jeunesse, c'est que la perception des Français, ils vont en parler dans quelques minutes, est une perception quand même beaucoup plus diffuse que ça, et sur le calendrier, et sur la dangerosité, et sur la sortie de crise, tout ça était truc. Et donc l'idée de base, et je sais, on peut faire un petit tour de table, c'est comment fait-on pour avoir un espèce de discours, un débat et un discours très rationnel qui permettent au fond d'exposer le calendrier, qui est un calendrier plus long que qu'on croit, comme toujours les choses sont beaucoup plus longues qu'on ne le croit, mais j'allais dire avec des certitudes, avec des engagements, et ce que vient de dire Patrick et ce qu'avait dit auparavant Jean-François et Arnaud, c'est l'idée qu'on est extrêmement rigoureux, en tout cas à partir du 2 ou 3 janvier, mais il faut simplement que tout le monde comprenne que c'est l'intérêt général, et je vous garantis que l'autre jour, pour les jeunes, c'est quelque chose de compliqué. Donc, petit tour de table sur ce thème, comment on fait pour rendre le discours plus crédible, plus simple, plus clair? Jean-François. Jean-François. Non, je laissais plutôt la parole à Arnaud. Pour prendre un certain nombre de mesures, il faut les rendre claires, et il faut qu'elles s'appuient sur des données. Et donc, voilà, c'est un peu peut-être, non pas délicat pour Arnaud, il est avec une première étude dont il faut qu'il vous parle, et qu'il donne quelques premières données, qui n'est pas encore publique, donc c'est là où c'est un peu délicat, mais qui permettent de savoir sur des questions simples, de type où on se contamine, comment on se contamine, et quelles sont les dispositions qu'on prend lorsqu'on est contaminé. Et je pense que déjà, ça permettra de clarifier. Et ensuite, j'irai un petit mot, mais je pense qu'Arnaud doit nous dire quelques mots là-dessus. Oui, donc je vais effectivement
vous dire que voilà, on a mené une étude qui, en collaboration avec la CNAM et Santé publique France et l'Institut Ipsos, où d'une part, on a demandé à des personnes qui venaient de s'infecter de nous raconter un petit peu les circonstances de transmission et notamment quand est-ce qu'ils connaissaient, ce qui s'est passé quand ils connaissaient la personne qui les a infectés. Et là, on s'est rendu compte que près de la moitié des gens savaient qu'ils les avaient infectés, ce qui est quand même une source d'information intéressante. Et là, on a pu détailler un peu les circonstances de cette infection. Alors, c'est très biaisé, il faudra évidemment être très prudent sur la façon avec laquelle on interprète ces résultats, et je le répéterai souvent dans les jours qui viennent, mais bon, après, il n'y a pas de scoop. Hein. Ce que je vais vous raconter n'est finalement que la traduction chiffrée de ce qu'on sait tous. On s'infecte quand on est face à quelqu'un, plutôt à moins de 1 mètre, qu'on porte pas de masque et qu'on échange pendant une durée un peu prolongée. Et les circonstances où ce type d'échange ont lieu, ce sont souvent les repas. Et donc, on a retrouvé ce qu'on savait déjà tous, hein, qui était le rôle très important que jouent ces moments conviviaux. Peut-être que la France, de ce côté-là, est un peu plus mal placée que d'autres pays où on n'a pas la même culture du repas avec famille et amis, voire collègues professionnels. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir répéter, documenter et clarifier. Après, est-ce qu'on sera plus convaincant une fois qu'on l'a dit, alors que c'est déjà un message qu'on répète? Je ne sais pas si la force des chiffres aura ce pouvoir de conviction dont on a besoin. Et puis, il y a une autre partie de l'étude qui est intéressante, puisqu'on a comparé finalement les caractéristiques des personnes qui se sont infectées, leur comportement, leurs pratiques, les lieux qu'ils visitaient, avec celles de ce qu'on appelle des témoins dans notre jargon, qui sont des personnes qui ont été échantillonnées par Ipsos et qui sont appariées, hein, rendues identiques sur l'âge, le sexe, la région, la densité populationnelle et la date avec les personnes qui se sont infectées. Et c'est là, effectivement, on a pu mettre le doigt sur un certain nombre de lieux, de professions, de caractéristiques sociodémographiques qui sont associées avec l'infection, qui vont nous permettre de mieux comprendre finalement ces infections que j'ai envie de dire sont plus anonymes, puisque dans la première partie de l'étude, vous ne pouviez identifier quelqu'un que si c'est quelqu'un que vous connaissez, donc ça ne peut être que amis, famille ou milieu professionnel. Mais la deuxième partie nous éclairera sur des circonstances un petit peu plus générales d'infection et effectivement permettra de corriger un peu le tir. Maintenant, vous verrez qu'il n'y a pas non plus de choses. Tout ce qu'on va mettre en évidence est assez logique. Je pense qu'on le connaissait plus ou moins. On va un petit peu faire bouger les curseurs. Et comme vous le disiez, peut-être, mais il ne faut pas non plus donner trop de poids à cette étude, ça nous permettra de guider la suite, par exemple, de faire des réouvertures prudentes et de voir si l'outil qu'on a mis en place de surveillance permet de déceler des augmentations de risque dans des lieux qu'on va réouvrir sous des conditions un petit peu surveillées pour permettre une reprise graduelle de l'économie là où elle avait été bloquée. Je pense qu'il y a des choses à faire. Alors voilà, je ne vous ai pas pu vous en dire plus, je suis désolé, on communiquera en fin de semaine sur les détails. Mais comme vous le disiez, je pense que les chiffres vont nous aider et qu'on va pouvoir être un peu plus fin dans notre façon d'apprécier les risques en communauté. Patrick, un dernier mot, parce qu'on est malheureusement... Non, je voudrais que Jean-François termine, non, mais moi je trouve que tout ça... Oui, Jean-François. On raconte la même chose, donc... Mais juste un tout petit mot, Jean-Hervé. Il faut expliquer aux responsables des organisations syndicales d'entreprise, et je pense à nos amis du MEDEF qu'on connaît tous, qu'il faut qu'ils aient un horizon plus long que celui qu'ils aient aujourd'hui. Que réouvrir un mois pour refermer 2 mois après, c'est pas la peine, quoi. Et donc il faut vraiment qu'ils arrivent à avoir un horizon plus long que celui qu'ils ont aujourd'hui dans leur attitude publique. Bon, je terminerai sur le même mot, c'est-à-dire être vraiment maintenant, je dirais qu'on a une vision qui est plus claire sur les 6 mois à 9 mois qui viennent. Je crois qu'il faut qu'elle soit partagée entre la vision sanitaire et les experts sanitaires, mais aussi la vision économique et les acteurs de terrain. Et que le politique les prenne en compte, c'est-à-dire qu'on ne soit pas uniquement dans une vision à 15 jours, mais qu'on ait l'impression de quelque chose de coordonné et qui va prendre plus de temps qu'on ne l'avait imaginé, mais qui a une issue avec le vaccin et qui peut se travailler et s'affiner sur les mois qui viennent. C'est une formidable conclusion. On est tous d'accord. Il faut remettre un peu de perspective, c'est-à-dire 6, 9 mois, avec, si possible, des éléments chiffrés, des éléments précis, des éléments rigoureux, et qu'on sorte d'une espèce d'impression qui est
finalement pas très facile à gérer pour le pays, qui a l'impression de discours multiples et compliqués. Merci à vous tous, merci au Conseil scientifique, merci Jean-François, merci Arnaud, merci Patrick. Et je crois qu'on est obligé de céder la parole parce que je reçois des décharges électriques. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si les invités de la table ronde suivante sont déjà présents. Si, ils sont tous là. Donc, bonsoir. On se rencontre pour certains d'entre nous pour la première fois de cette façon. Alors, nous prenons la suite de la table ronde précédente. La grande réponse économique à la crise sanitaire, ça a été la mise en place du plan de relance. Ce plan de relance, il a visé finalement à amortir les chocs qui étaient provoqués par la fermeture des commerces, des entreprises, etc. Mais pour les économistes, on sait bien aussi qu'il a peut-être emmené avec lui ce qu'on appelle des effets d'aubaine, c'est-à-dire le fait, par exemple, que des entreprises qui auraient dû disparaître en l'absence de crise sanitaire, eh bien finalement ont été sauvées temporairement par le plan de relance et n'ont pas disparu. Et alors ça, finalement, on pourrait dire c'est très bien, sauf que on sait bien que quand il se produit des choses comme ça obère un peu la capacité de l'économie à rebondir une fois que, comme ça a été dit pendant la première table ronde, tout le monde sera vacciné, qu'on aura une immunité collective et qu'on pourra envisager des perspectives de long terme. Donc ça, je dirais que c'est un peu le problème de moyen terme qu'on peut se poser sur le plan économique. Et puis évidemment, sur le plan du long terme, on a beaucoup entendu, notamment au moment du premier confinement, le fait que finalement cette crise sanitaire allait tout changer dans nos modes de consommation, nos modes de transport, le télétravail, etc. Et finalement, on s'est un peu rendu compte au mois de septembre que c'était pas si vrai que ça et qu'on reprenait bien vite les habitudes laissées au mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut malgré tout essayer d'imaginer comme inflexion durable des comportements, à la fois des comportements de consommation mais aussi de production? C'est tous ces sujets et évidemment bien d'autres qu'on va essayer de débattre avec nos trois intervenants. Donc nous avons d'un côté Philippe Aguillon, économiste, membre du Cercle et prof au Collège de France. D'autre part, je vous prends dans l'ordre alphabétique, Paul Alibert de l'Institut de l'entreprise et enfin Vincent Charlet de la Fabrique de l'Industrie. Alors je ne sais pas qui veut commencer à prendre le lead. Philippe, je te vois réagir. Écoute, tu as très bien résumé les dilemmes, c'est-à-dire que effectivement, il va y avoir un peu le problème est-ce que en essayant de trop protéger, on a un peu inhibé ce qu'on appelle le processus de destruction créatrice, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de nouvelles activités qui remplacent d'anciennes activités, que c'est ça dans une économie en croissance. Mais c'était obligé, on devait le faire. Je crois qu'on a eu raison de protéger les ménages et les entreprises. Après, il y a certainement des choses, il y a des entreprises qui retrouveront ce qu'il y avait avant, mais on sait qu'aussi il y a des comportements qui vont durablement changer parce que il y a à la fois des entreprises qui auraient dû normalement ne pas continuer ou des activités qui n'auraient pas dû continuer, mais d'un autre côté aussi, le Covid fait que ça rebat un peu les cartes, c'est-à-dire que d'un côté, il y a probablement, moi je prendrais moins l'avion qu'avant. J'ai découvert le Zoom, ou là la technologie qu'on utilise aujourd'hui, et donc je réfléchirai à 2 fois avant de prendre un avion pour aller à une conférence. On aura beaucoup plus recours au télétravail, même des consultations médicales à distance ou des achats à distance. C'est évident qu'il restera quelque chose de durablement de cette crise. Par ailleurs aussi, on sait qu'on a vu avec cette crise que la France souffrait d'un grand problème de désindustrialisation excessive, c'est-à-dire qu'on a, je crois beaucoup dans la division internationale du travail, je crois beaucoup dans les chaînes de valeur, je ne suis pas du tout un protectionniste, mais c'est vrai que par rapport aux Allemands, par exemple, depuis le début des années 2000, on s'en est d'abord rendu compte avec les respirateurs, les principes actifs, etc. On avait beaucoup trop délocalisé, et alors que les Allemands avaient investi et innové. Et nous, on a essentiellement délocalisé sans investir beaucoup chez nous et sans innover beaucoup chez nous. Et on s'est rendu compte que ça allait bien au-delà des produits anti-Covid, comme je les appelle, que c'était quasiment tous les secteurs de l'industrie, sauf le nucléaire et
et l'aéronautique où nous avions perdu notre leadership. Donc il va falloir réindustrialiser. Réindustrialiser, comment ça va se passer? Ça va être aussi en favorisant la création de nouvelles entreprises. Donc si tu veux, il y a à la fois il y a des activités qui vont pas continuer comme avant, et en même temps, on a pris conscience qu'il va falloir reprendre en partie le contrôle des chaînes de valeur dans des domaines stratégiques, en partie en favorisant la création de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est des choses de long terme qui vont se produire certainement à la suite de cette crise. Donc il va falloir gérer ça. Donc ça, c'est un aspect, je ne veux pas rester trop longtemps. Ce qui, à mon avis, est important aussi, c'est que cette crise, elle a révélé plusieurs choses. Un, la désindustrialisation. Deux, un problème de pauvreté, c'est-à-dire que maintenant on voit des étudiants qui doivent sauter des repas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut vraiment mettre en place un dispositif, et ça le cercle des économistes a été très en pointe là-dessus, pour dire qu'il y a un problème de pauvreté des jeunes et de pauvreté des étudiants. Il faut vraiment qu'on mette en place un mécanisme qui traite de la pauvreté et qui permette à des jeunes eh bien, de se développer. Et bien au Danemark, vous savez que chaque jeune au-dessus de 18 ans reçoit 800 € par mois s'il travaille 10 heures par semaine quelque part. En Norvège, tous les jeunes étudiants reçoivent un prêt. Ils le remboursent sur le revenu futur d'une manière qui incite à passer des diplômes. Il y a différentes choses que les Nordiques ont fait, de la même manière qu'ils ont été en avance sur nous sur la flexi-sécurité, et on est encore loin de compte d'avoir une vraie flexi-sécurité en France. De la même manière, ils ont en avance sur nous sur des dispositifs qui à la fois protègent les jeunes et les incitent à travailler et à étudier, à se former. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de cette crise de RSA en réfléchissant vraiment à mettre en place des mécanismes de ce genre qui vont au-delà de la période Covid. Et enfin, une dernière leçon, c'est la réforme de l'État. On a vu à quel point l'État, ça marche pas chez nous. On a vu le système de santé, ses défaillances, en même temps, le côté extraordinaire de ce qui a été fait malgré les faiblesses et le manque de moyens. On a vu aussi l'école, eh bien, les performances très inégales à l'école. Et on a vu les ARS, on a vu vraiment le problème d'un État qui fonctionne en silo, qui fonctionne de manière verticale, qui est beaucoup trop concentré. Et il y a une vraie réforme de l'État à faire. Et le CAP 22 a été un ratage. Le CAP 22 n'a pas atteint l'objectif qu'il devait. Il faut reprendre le chantier de la réforme de l'État après la crise du Covid. Donc le Covid, ça va donner quand même ça donne des nouveaux chantiers de réforme à la fois du secteur des entreprises, de tout le système de protection sociale et réforme de l'État également. Voilà, donc je pense que voilà, je voulais juste introduire comme ça la discussion et après on pourra continuer. Excuse-moi d'avoir été long. Non, c'est très bien. C'est une introduction très riche. Désindustrialisation, plan de soutien aux jeunes, réforme de gouvernance et réforme de l'État. Qui d'entre vous, Vincent ou Paul, veut rebondir sur ces questions ou ajouter d'autres considérations? On va continuer dans l'ordre alphabétique. D'accord, très bien. Alors Paul. Comme à l'école. Puisque c'est probablement comme ça que l'école va de plus en plus se passer par visio. D'abord, bonsoir à tous bon, moi, je suis pas un économiste aussi calé que Philippe, donc plutôt un observateur. L'observateur, il cherche toujours l'horizon, et là, je trouve que l'horizon, il est pas facile à voir. Les différentes échanges qui ont pu avoir lieu auparavant donnent des idées sur ce qui nous attend dans les prochains mois. À mon sens, c'est Antoine Frérot, qui est PDG de Veolia, qui est aussi le président de l'Institut de l'entreprise, qui a le mieux décrit les mois qui nous attendent. En régissant cet été à beaucoup de tribunes ou d'interventions qui parlaient du monde d'après, et en disant c'est plutôt le monde d'avec. Et effectivement, je pense qu'on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on va devoir vivre longtemps avec cette contrainte. Et donc, si on jette un coup d'œil sur notre situation, d'abord, je pense que il y a une première chose, il y a des choses qui sont satisfaisantes, mine de rien, hein, notamment du point de vue des entreprises. Bon, bien sûr, l'État s'est montré extrêmement proactif dans la volonté d'aider les entreprises. Alors, il y a eu des débats, mais globalement, l'État montre sa dimension de protection. Cela dit, en ce qui concerne les entreprises elles-mêmes, je trouve qu'elles ont été vraiment plus qu'à la hauteur pour gérer le volet sanitaire et pour se montrer au service finalement des défis collectifs. Elles ont été à la hauteur et leur capital confiance est en croissance aujourd'hui, je crois. La deuxième satisfaction que je vois, c'est que on a franchi des pas de géant en très peu de temps dans les entreprises en matière de modernisation. Hein. D'ailleurs, le fait que Philippe évoquait sur l'idée de plutôt faire
visioconférence plutôt que se déplacer en avion. C'est un bon symptôme de ça. C'est que maintenant, certaines choses qui étaient inenvisageables avant le sont. Et puis, la troisième satisfaction, c'est que le contexte global dans lequel opèrent les entreprises, je pense, c'est quand même finalement clarifié. Alors, évidemment, c'est pas que des motifs de satisfaction quand on voit que, par exemple, l'OMC est KO. Mais on voit, voilà, que le multilatéralisme, on a tourné une page pour de vrai. Davos va se passer à Singapour, le cercle des économistes se passe sur Internet, ce qui est positif, mais qui est quand même aussi un gros changement. Donc on voit où vont les centres de pouvoir et que maintenant nous sommes en situation de rattrapage en France et non plus en situation en fait finalement de faire des choix. Donc a-t-on le choix? C'est le thème du colloque aujourd'hui. Je suis dans le doute. Et donc moi je vois un risque et une bataille à ce stade. D'abord le premier risque, c'est que nous en parlions déjà avant la crise du Covid. Les entreprises zombies. Je pense que maintenant le risque, c'est des économies zombies. Et on a beaucoup d'illustrations de ça. Et les tombereaux d'argent public qui sont créés pour l'occasion, qui sont déversés sur l'économie pour la maintenir à la tête hors de l'eau, c'est un symptôme finalement de cette zombification d'économie entière. Le deuxième point, c'est la bataille. Je pense qu'il faut alerter maintenant pour défendre une économie de marché qui soit libre, qui ne soit pas entièrement gouvernée par la puissance publique. Et finalement, c'est vrai que quand on voit la situation présente de notre économie, dans laquelle les propriétaires de leur outil de travail, que sont les petits indépendants, sont soit de moins en moins nombreux, enfin de plus en plus nombreux à devoir mettre la clé sous la porte ou à risquer de le faire, et où les revenus d'un grand nombre de personnes dans le pays, d'un plus grand nombre de personnes encore, sont fournis par l'État. Je trouve que c'est quand même des symptômes qui doivent nous alerter sur quel type d'économie on a devant nous et qu'est-ce qu'on veut comme type d'économie, parce qu'il faut réagir maintenant. Je pense qu'on a encore le choix en prenant des risques et que ces risques doivent nous conduire à arbitrer le risque économique versus le risque de santé dans le sens d'une prise de risque plus importante. Les entreprises, je l'ai dit, ont montré qu'on pouvait leur faire confiance. Je pense qu'il faut en prendre acte et donc rouvrir les commerces, les restaurants qui ne sont pas encore fermés, qui sont toujours fermés plutôt, et permettre au maximum de gens de revenir sur leur lieu de travail, quitte à ce que il y ait des conséquences en matière de santé publique, mais notre économie n'est pas secondaire. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire aujourd'hui, et donc je passe la parole à Vincent. Vincent? Oui, merci. Il ne s'agit pas pour moi de minimiser les difficultés des entreprises aujourd'hui, dont les perspectives de vente sont évidemment chahutées, dont l'horizon, Paul l'a dit, est bouché. Et pourtant, il me paraît essentiel de souligner l'importance des défis primordiaux ou de long terme, c'est-à-dire ceux qu'on avait avant le Covid et ceux qu'on aura toujours sur les bras une fois la pandémie dissipée. Et je veux en particulier parler de cette transition carbone qui est pour le moment une somme d'objectifs hors d'atteinte, avec en toile de fond un ralentissement du progrès technique qui est lui-même, si j'en crois la dernière étude de France Stratégie, le résultat du ralentissement de l'enrichissement du capital humain. Et pour moi, la mère de toutes les incertitudes, elle est là. Le moteur de la crise, il est là. Le confinement a plutôt été un plan sur lequel ceci s'est projeté et matérialisé. Et si on creuse un peu sur cette question énergétique, qui est, à mon avis, vraiment primordiale à nouveau. Certes, il y a des secteurs d'activité qui aujourd'hui sont dans la tourmente. Le tourisme, par voie de conséquence, le transport aérien, la construction aéronautique, les commerces. Oui, ils sont soutenus, ça a été dit, ils sont soutenus par la puissance publique à bout de bras. Et si j'ai bien retenu tout ce qui a été dit avant nous, sous cette hypothèse d'une sortie de la crise sanitaire à horizon 6-8 mois, j'ai le sentiment que on est essentiellement face à un problème d'appauvrissement du capital humain, ça c'est évident, et en particulier des jeunes générations, de soutenabilité de la dette publique, domaine sur lequel je suis pas spécialiste, mais ces deux points acceptés,
je n'ai pas le sentiment qu'on ait face à nous un risque majeur de dépréciation des actifs industriels en particulier, sur lesquels notre pays s'est appuyé depuis tout ce temps. Et si je prends un autre exemple, dans le cas d'automobile, en France, en Allemagne, en Europe, on ne peut pas imaginer la santé de l'industrie et de l'économie sans le secteur automobile. Covid ou pas, c'est bien celui de la mobilité décarbonée, c'est bien la question de la mobilité décarbonée qui est majeure, majuscule, qui est l'éléphant dans la pièce. Et en toile de fond de tout ça, je l'ai dit, aucun pays aujourd'hui n'a trouvé, en dehors de la Suède, mais qui justement sait investir sur le capital humain, aucun pays n'a aujourd'hui réussi à sortir de cette équation qui est que quand il va en se désindustrialisant, il va en s'endettant à l'égard du reste du monde. C'est absolument implacable aujourd'hui. Donc, nos pays, nos économies ont besoin de gains de productivité et ils ont besoin d'une industrie innovante et décarbonée. C'est absolument incontournable. Et à côté de ça, je pense donc que les effets qui sont purement liés au confinement sont, c'est difficile à dire évidemment dans un pareil contexte, mais sont à relativiser, en tout cas au regard de l'importance qu'ils occupent dans le débat public. Je souscris à ce qui a été dit avant moi. L'action des pouvoirs publics a été globalement porteuse de sens, porteuse d'efficacité. On a même trouvé dans l'action publique un certain souci du long terme avec la réactivation ou le prolongement des investissements d'avenir, avec la baisse programmée des impôts de production. Bref, on n'a pas été uniquement dans la médecine de guerre et la médecine d'urgence. Bon, donc on est, je pense, quand même face aux mêmes équations fondamentales qu'avant l'apparition du Covid. Et pour finir, puisque c'est dans l'intitulé de la conférence, je suis beaucoup plus circonspect sur ce qui a été appelé les révolutions sociétales. Alors, d'une part, ça a été dit, les préférences des consommateurs n'ont en réalité pas changé. Mais ça, on s'en doutait déjà un peu. Et même sur les préférences des travailleurs, sur le télétravail, je suis plus circonspect. Ça n'est qu'une conjecture personnelle et en attente d'études qui sont en cours sur justement la mise en place un peu à grande échelle de ce télétravail. Mais évidemment que les employeurs et les salariés vont assez vite se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle ou à coût nul les concernant. J'imagine que l'équilibre entre demande et offre de télétravail va converger assez vite, pas très très loin de là où on est. Et j'imagine surtout que, comme les autres aspects de la mobilité, ça va devenir un attribut de classe en fait. Il y a aujourd'hui des gens qui vont travailler en bus et des gens qui peuvent même pas travailler tellement ils ont des problèmes de mobilité, et puis d'autres qui ont une voiture avec chauffeur. Bon, je pense que certains auront droit à l'ubiquité et d'autres se verront imposer le flex office non négociable, mais que le télétravail ne sera pas une révolution strictement positive qui améliorerait en gros l'adéquation entre offre et demande du travail en particulier dans nos économies demain. Alors, merci beaucoup à tous les trois. On a bien vu que le stop imposait un certain nombre de coûts à l'économie. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir si finalement, à l'issue de tout ça, il y a des facteurs de go quand on pourra enfin repartir. Alors, je pense qu'il y a un bruit. Oui, voilà. Donc, quels sont les facteurs de go? Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le Covid, il me semble, a tout de même montré qu'on avait des facultés d'adaptation. Si je prends un exemple parmi d'autres, mettre sur le marché un nouveau médicament, c'est généralement un processus qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut des essais cliniques, il faut des essais d'abord en laboratoire, puis cliniques, etc. Donc ça, on voit bien que c'est un processus qui a été très accéléré sous l'impact du Covid, et on se demande pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas ces bonnes habitudes finalement d'aller plus vite, de sauter certaines étapes ou de compacter certaines étapes peut-être plus trop bureaucratiques. On voit aussi que le soutien à l'activité finalement a pas permis à certaines entreprises d'enjamber la crise, mais néanmoins on se retrouve au bout de cette crise sanitaire avec probablement un niveau d'endettement très important pour les entreprises, et c'est d'ailleurs une question que nous pose une personne qui assiste à cette table ronde, de savoir si finalement l'ampleur de la dette menace la reprise, et est-ce que en soi la dette Covid n'est pas un facteur d'empêchement de la reprise à moyen terme? Qui veut peut-être répondre sur ce point? Paul? Oui, alors je pense que la dette est jamais est une forme
une forme de catatonie pour les entreprises quand elle est trop forte et plus les entreprises en plus sont petites, plus ça va être compliqué. Je pense que on risque d'avoir la nécessité, l'obligation finalement au bout d'un moment d'abandonner ces dettes, de voter des lois qui disent bah on remboursera beaucoup plus tard, c'est-à-dire jamais. Bien dès maintenant, on sait qu'on abandonne cet argent. Je crains que nous ne finissions par en arriver là. La nécessité de remettre en état finalement les bilans d'entreprises à la sortie de la crise à ce qu'ils étaient avant. Parce que actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont menacées dans leur existence, alors qu'elles n'ont pas démérité en termes de gestion. Et je pense que c'est ressenti comme une forte injustice. Donc, il peut y avoir un impact sur la survie de l'entreprise, mais aussi y avoir un impact psychologique sur les entrepreneurs et sur le monde économique. Un sentiment d'injustice qui risque d'alimenter l'aspect social de gens qui se sentent laissés pour compte de la vie économique. Ça rejoint un peu l'idée que... Oui, Philippe. Philippe ? Oui, je voulais rajouter, aller dans ce sens. C'est évident que bon, il y aura peut-être une partie de la dette qui sera, repoussée ou monétisée, etc. Mais je pense qu'effectivement, le plan de relance européen, on l'a obtenu quand même sur la base de l'anticipation qu'avaient d'autres pays, que la France reprendrait le cours des réformes. Donc, si tu veux, il y a cette réforme de l'État dont je parlais tout à l'heure, mais à mon avis, le CAP 22, le chantier doit être repris. On doit refaire cette réforme. Les retraites, il faut réformer les retraites. Évidemment, c'est mal parti, mais moi, je pense qu'on peut faire repartir la réforme des retraites d'un bon pied au moment voulu, mais d'une manière qui implique beaucoup plus les partenaires sociaux, avec des nouveaux éléments. J'attends beaucoup du rapport Blanchard-Tirole, notamment. Je pense qu'il en sortira des choses, des suggestions intéressantes, mais d'autres également, et avec une méthode différente de celle qui a été suivie. Mais le chantier des retraites est certainement un chantier qu'il va falloir un jour reprendre. Alors, il faut le reprendre avant ou à la fin de ce quinquennat, mais il faudra le reprendre. Peut-être qu'il y aura à un moment donné, se posera le moment venu également l'idée, est-ce qu'il va falloir faire un emprunt obligatoire, par exemple, tu vois, de recourir à des méthodes de ce genre, contingent aux revenus ou à la richesse, etc. Se posera peut-être la question, effectivement, de recourir également à ce genre de méthode. Les retraites, c'est important parce que se pose la question de la durée du travail. Il y a des professions dans lesquelles on peut travailler plus longtemps. Dans ma profession, le Collège de France, par exemple, eh bien, l'âge de retraite était à 70 ans, on l'a mis à 73. Parce que nous, dans notre métier, c'est pas un métier pénible, on peut travailler plus longtemps. Mais il y a d'autres métiers pénibles où là, c'est pas vrai. Et donc, la question de la durée du travail va se poser. Et certainement qu'on peut travailler plus, mais faire d'une manière juste, d'une manière négociée avec les partenaires sociaux. Et je pense que la croissance d'un côté, la question de la durée du travail, mais vraiment négocier comme il faut, sont des outils qui vont nous permettre, à mon avis, en partie répondre aux problèmes de l'endettement. Et peut-être qu'il y aura d'autres instruments, genre emprunt obligatoire ou autres, qui seront sur la table le moment venu. C'est peut-être pas tout de suite, mais à un moment. Mais l'idée qu'on va tout faire par la monétisation de la dette ou la repousser à définitum, j'y crois pas. Je crois qu'à un moment donné, on va devoir reprendre le cours des réformes. Une autre question qui se pose à propos de la reprise, tu as mentionné, Philippe, tout à l'heure, la désindustrialisation française. Il a beaucoup été question de souveraineté aussi, pendant notamment le premier confinement, quand on s'est aperçu qu'on avait du mal à produire des masques, du gel, etc. Alors, c'est quoi la solution finalement à ces problèmes de souveraineté, de désindustrialisation? Est-ce que c'est la résilience, par exemple, des industries? Par exemple, vous faites des chaussettes, vous pourriez faire des masques, et c'est en grande partie ce qui s'est passé d'ailleurs. Aussi bien pour le gel que pour les textiles ou les produits utilisés pour faire des masques. Il y a des industries qui se sont reconverties temporairement dans la fabrication de ces produits. Ou est-ce que c'est la relocalisation la solution à la désindustrialisation et à la souveraineté? Vincent? Moi, je pense que la solution, c'est de ne pas mélanger les problèmes et donc effectivement de bien mettre de côté cette chimère, des relocalisations en masse, parce que ceci n'arrivera pas, et d'envisager bien la question de la réindustrialisation ou la résilience, c'est-à-dire ça repose aussi effectivement sur une certaine organisation des chaînes de valeur et donc une synchronisation du tissu industriel français avec ses homologues. C'est-à-dire, pour le dire autrement,
la réindustrialisation n'a de sens qu'à l'échelle européenne. Bon, on a coutume de pointer du doigt la désindustrialisation spécifique de la France. En réalité, au regard de ses partenaires, la France a jamais été très industrielle. Elle s'est désindustrialisée à la même vitesse, Allemagne et Corée exceptées, que les autres pays développés, en partant de moins haut. Et donc, elle est aujourd'hui plus bas. Mais c'est assez logique. Ce qui s'est passé depuis le premier choc pétrolier, c'est qu'il y a eu un mouvement de l'industrie européenne de l'ouest vers l'est. L'Allemagne est au milieu, elle est au pivot. Et c'est ça qui s'est passé. Donc la désindustrialisation de la France, c'est aussi celle de l'Espagne et de la Belgique et de l'Angleterre. C'est le même phénomène. La désindustrialisation dépasse dans l'espace et dans le temps les politiques françaises, des raisonnements français, les territoires français. Et c'est bien à cette échelle élargie, et donc au même rythme temporel, qui n'est pas un rythme accéléré, vous l'avez compris, qu'il faut envisager sa possible réindustrialisation. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Philippe ou Paul, vous voulez réagir sur ce point? Oui, Philippe. Je suis d'accord que c'est beaucoup au niveau européen qu'il va falloir faire la chose. Je suis d'accord avec toi. Mais que par rapport à l'Allemagne, moi je veux dire, je peux te montrer des graphiques où au début des années 2000, nous étions au même niveau dans toute une série de produits, notamment ces produits Covid dont je parlais, et l'Allemagne a développé sa production, ses imports et ses exports, et nous, notre production domestique a stagné, on a délocalisé à mort. Donc ça, je peux te montrer les graphes, tu verras la divergence. France-Allemagne, l'Allemagne a tablé sur l'innovation, beaucoup plus que nous. Nous n'avons pas un bon écosystème d'innovation en France. Il faut bien se dire, l'innovation, c'est la recherche fondamentale, on n'est pas du tout au niveau. On n'a pas le mécénat nécessaire non plus. On n'a pas les DARPA, l'équivalent des Defense Advanced Research Project Agency, qui sont ces agences créées aux États-Unis pendant la guerre froide pour les innovations de rupture. On n'a pas ça. On n'a pas un venture capital et private equity au niveau de ce que ça devrait être. On n'a pas les investisseurs institutionnels au niveau de ce que ça devrait être. Le tout ensemble, on a un écosystème d'innovation très insuffisant. Depuis la recherche fondamentale, depuis l'université, qui est très sous-financé. Donc on doit vraiment, alors je suis d'accord avec toi qu'il faut le faire beaucoup au niveau européen. Je suis pour des DARPA, une DARPA défense, une DARPA énergie, une DARPA digitale et une BARDA, qui est la Biological Advanced Research européenne, pour développer dans ces domaines cruciaux l'innovation et la réindustrialisation de la France, mais de la France en Europe, avec des partenaires comme l'Allemagne, je pense que l'Angleterre également. Mais je pense qu'on doit être très volontaire, et c'est par l'innovation et la création de nouvelles entreprises qu'on va réindustrialiser. Il ne s'agit pas de ramener de Chine des usines qui étaient en Chine. Voilà. Paul, peut-être pour le mot de la fin, parce que je vois qu'il est 58. Écoutez, c'est un mot positif, parce que je crois qu'on a beaucoup de problèmes, mais à la fin, on a quand même une chance, c'est les Français. Et les Français sont certes, effectivement, on n'a pas les DARPA et les ARPA comme les Américains, mais quand on va aux États-Unis ou quand on va dans d'autres pays qui se démarquent par l'innovation, je pense par exemple à Montréal sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle, partout il y a des Français. Et puis en France même si on n'a pas ce système d'innovation et ce venture capital qui est très fort, nous avons les Français. Et donc la seule chose, c'est que les Français, il faut qu'ils sortent de chez eux, il faut qu'ils soient à l'offensive et qu'ils osent prendre des risques. Et là, pour l'instant, on a un pays qui est tétanisé et qui est paralysé par la peur. Et je pense qu'on doit accepter comme les Américains diraient, qu'il faut accepter des casualties, quoi. Il va falloir qu'on se lance, quoi. Quelque part, qu'on pourra peut-être pas tous être en sécurité maxi, mais il faut le risque de ne pas prendre ces risques-là est encore plus grand. Voilà, c'est ce que je ressens, et donc pour moi c'est important de passer ce message-là. Bien, merci beaucoup. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les conditions d'une reprise vigoureuse, c'est quelque chose qui mélange à la fois action volontariste de la part de l'État et capacité de rebondir de la part des consommateurs, des entreprises, des entrepreneurs, etc. Espérons que ce mix sera bien présent quand on pourra enfin sortir de tout ça. Un grand merci à tous, et je crois que l'heure de fin a sonné. Merci beaucoup.